ci était juste une promenade de routine, une de celles que Noah faisait tous les mercredis en fin d'après-midi, du centre communautaire à la maison. Il marchait avec son sac à dos léger, des pages de devoirs pliées dedans, un vieux casque sur les oreilles et un reste de sandwich au beurre de cacahuète dans la main. Dans les rues tranquilles de Marcyville, une petite ville en bordure de rivière, personne ne s'attendait à ce que le drame frappe sans avertissement. Mais ce jour-là, l'agent Clive Darnell, un policier bien connu pour son zèle mal dirigé et ses préjugés bien ancrés, roulait lentement dans sa patrouille. Darnell vit Noah de loin. Un petit garçon noir, seul, portant une capuche et marchant tranquillement sur le trottoir. Il n'y avait aucun geste brusque, aucun signe de nervosité, rien de suspect. Juste un enfant rentrant chez lui. Mais dans l'esprit de Darnell, cette image éveilla quelque chose de plus ancien, plus instinctif, moins rationnel. Il fronça les sourcils, ralentit sa voiture de patrouille, puis se gara à quelques mètres. Il coupa le moteur et sortit, sa main déjà proche de sa ceinture. « Hé, toi là, arrête-toi » Noah, surpris, enleva ses écouteurs. Il sentit une tension dans l'air, un changement de ton qui n'annonçait rien de bon. « Oui, monsieur » répondit-il, la voix posée, presque trop calme pour un enfant. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Tu traînes dans un quartier qui n'est pas le tien. » Darnell s'avança, les yeux fixés sur le sac à dos de Noah, comme s'il contenait une menace. « Je rentre juste à la maison, » dit Noah. Il avait entendu les conseils des adultes autour de lui, ceux que ses parents répétaient avec inquiétude. Ne pas courir, ne pas élever la voix, garder les mains visibles, même quand on n'a rien fait. Surtout quand on n'a rien fait. Mais la peur naissait malgré tout. Darnell réduisit la distance. Son regard ne cherchait pas la vérité, mais la confirmation d'un soupçon déjà forgé. « Montre-moi ce que t'as là-dedans. » Noah hésita une seconde, puis retira lentement son sac. « C'est juste mes devoirs et mon goûter. » Il ouvrit le sac, espérant désamorcer la situation. Mais Darnell n'attendit pas. Il attrapa brusquement le bras du garçon, fouilla sans ménagement et en sortit une petite boîte noire contenant des circuits et des câbles colorés. « C'est à moi. C'est pour le club de robotique de l'école, » dit Noah, affolé. Darnell haussa un sourcil. « Tu sais ce que c'est, ça? Cambriolage. Je suis presque certain qu'un magasin d'électronique s'est fait voler récemment. Peut-être que t'as trouvé pile le bon raccourci pour rentrer chez toi. » Il appela son central, d'un ton volontairement vague. « J'ai un suspect. » Je vais procéder à une interpellation. Noah n'en croyait pas ses oreilles. Il n'avait pas crié, pas bougé, pas menti. Pourtant, quelques instants plus tard, il était menotté, les poignets douloureux, le visage tourné vers le sol. Deux passants, un couple de retraités, observaient la scène avec stupeur. L'homme s'avança. « Je le connais, c'est Noah. Il passe tous les mercredis à cette heure-ci. Il est dans mon ancien collège. Je l'ai vu dans des événements scolaires. » Darnell leva une main. « Reculez, monsieur. Vous entravez une intervention. » Noah ne comprenait plus. Les gens passaient, certains regardaient sans s'arrêter. D'autres baissaient la tête. Il fut conduit au poste, assis seul sur un banc froid, sous une lumière blafarde. Les heures passaient, aucun appel, aucun adulte ne venait. Pendant ce temps, ses parents, inquiets de son retard, appelaient ses camarades, les voisins, l'école. Ce n'est qu'après 3 heures qu'un agent décrocha enfin et leur annonça « Votre fils est en détention pour vérification. » Quand ils arrivèrent, sa mère éclata en larmes en le voyant derrière une vitre. Son père ne dit rien. Il fixait le mur, le visage figé, la mâchoire serrée. Il avait connu ce regard-là, dans sa propre jeunesse. Mais ce que Darnell ignorait, c'est que Noah était le petit-fils du juge Louis Whitaker, récemment retraité, figure éminente et respectée de tout le comté. Un homme de principe qui avait autrefois dirigé des programmes de réhabilitation et de justice réparatrice. Quand il apprit ce qui était arrivé, il quitta son bureau sans un mot, enfila son manteau et se rendit directement au commissariat. Il entra dans le bureau du capitaine sans frapper. « Je veux une explication. » Le capitaine, surpris, tenta d'apaiser la situation. « Juge Whitaker, je suis certain qu'il s'agit d'un malentendu. » « Non, » répliqua Louis d'une voix basse mais tranchante. « Ce n'est pas un malentendu. C'est un abus de pouvoir, et c'est un préjugé en uniforme. » Le capitaine avala difficilement sa salive. Quelques heures plus tard, Noah fut libéré. Aucune excuse officielle, aucune reconnaissance d'erreur.
mais un voisin avait filmé la scène de l'interpellation depuis sa fenêtre. La vidéo montrait Noah, calme, obéissant, et l'attitude brutale de Darnell. Très vite, la vidéo fit le tour des réseaux sociaux. Les journaux locaux s'en emparèrent. Des hashtags fleurirent. Justice pour Noah. Des veillées furent organisées. Des enseignants prirent la parole. Des élèves signèrent des pétitions. Puis, un jeune inspecteur du nom de Karim Ben Saïd, réputé pour son intégrité, fut chargé de reprendre l'enquête. Il commença méthodiquement, en interrogeant les témoins, en récupérant les bandes radio, les images des caméras de la ville, les notes de l'école de Noah. Tout concordait. Noah avait quitté son club de robotique comme chaque semaine. Il n'y avait eu aucun vol signalé correspondant. La boîte électronique lui appartenait. Darnell avait menti. Lors de l'audience interne, Darnell tenta de se justifier. « Je croyais protéger le quartier. Ce garçon portait une capuche. Il avait l'air louche. » Mais cette fois, même ses collègues détournèrent le regard. L'un d'eux, plus jeune, glissa plus tard à Karim. On savait tous que ça finirait par lui exploser à la figure. Il a toujours eu cette façon de regarder certains enfants. Et Noah? Il fut invité à s'exprimer à la réunion communautaire organisée par la ville. Il mit sa plus belle chemise. Son père l'accompagna jusqu'au centre culturel. La salle était pleine. Familles, journalistes, anciens élèves, enseignants. Il monta sur scène, petit devant le pupitre, mais déterminé. « Je suis juste un garçon. J'aime les jeux vidéo, les robots, les livres d'aventure. J'ai pas choisi d'avoir peur quand un policier s'approche. Mais ce n'est pas moi le problème. C'est ce qu'on pense de moi. Ce qu'on suppose juste parce que je suis noir. » La salle resta silencieuse un instant, puis les applaudissements éclatèrent. Des parents pleuraient. Des enfants regardaient Noah avec admiration. Il était devenu un symbole bien involontaire, mais puissant. Les semaines qui suivirent virent un bouleversement discret mais profond à Marcyville. Le centre communautaire mit en place des ateliers de dialogue entre jeunes et policiers. Le programme s'appelait « Au même niveau ». Noah y assista, pas comme témoin, mais comme intervenant. « Je ne suis pas l'ennemi », disait-il à de jeunes agents. « Je suis le voisin de votre cousine, l'élève de votre tante, le gamin qui passe devant votre maison pour aller à la bibliothèque. » Il racontait sa peur, mais aussi ses passions, ses projets. Il parlait de son rêve de construire un robot qui nettoierait les plages ou aiderait les personnes âgées. Les agents, au départ crispés, finissaient souvent par poser des questions, puis par applaudir aussi. Parmi eux, un jeune recrue, Thomas Lemoine, raconta plus tard « Je croyais comprendre ce que était le respect. Mais ce garçon m'a appris la véritable humilité. » Les médias suivirent chaque développement avec une intensité rare. Ce n'était plus seulement l'affaire d'un petit garçon. C'était devenu un miroir tendu à toute une société. Une chaîne nationale fit un reportage spécial intitulé « Profilage à Marcyville, l'enfance sur le banc des accusés ». Noah y apparut, invité dans une émission du soir, aux côtés de sa mère et de son professeur de technologie. Il portait sa veste préférée, celle qu'il mettait les jours d'exposé. Ses mains étaient un peu moites, ses yeux grands ouverts sous la lumière des projecteurs. Mais sa voix, elle, était calme. « Je suis là parce que j'ai eu peur, dit-il, mais je reste debout parce que j'ai de l'espoir. » Un frisson parcourut la salle. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des anonymes, des personnalités, des associations, tous prirent la parole. On partagea la vidéo de l'émission. Des hashtags naquirent. Des milliers de messages affluèrent, certains de soutien, d'autres de colère. Noah reçut des lettres venues de tout le pays, des enfants lui racontant leurs propres peurs, des enseignants promettant de faire mieux, des grands-mères qui lui écrivaient comme à un petit-fils. Mais dans les rues de Marcyville, l'agitation médiatique laissa place à un silence étrange. Un malaise flottait dans l'air, dense, presque visible. Dans les cafés, les conversations s'interrompaient quand quelqu'un évoquait l'affaire. À l'épicerie, on croisait des regards méfiants, parfois fuyants. Dans les écoles, certains enseignants évitaient les questions, trop lourdes pour des réponses simples. D'autres, au contraire, posaient leur stylo, respiraient un coup et disaient « Parlons-en ». « Pourquoi ils ont arrêté Noah ?» demandait une petite fille de CE2. « Est-ce que ça pourrait m'arriver à moi aussi ?» interrogeait un garçon à lunettes, son cartable encore ouvert. On détourna parfois les yeux. Mais certains, au contraire, se redressèrent.
Un collectif de mères se forma dans le quartier ouest. Elles s'appelaient les Veilleuses de Marcyville. Leur idée était simple, mais forte. Chaque vendredi soir, elles allumaient des lanternes autour du vieux kiosque à musique du parc central. Elles disaient que c'était pour qu'on n'oublie pas. Les premières semaines, elles n'étaient qu'une poignée. Puis des voisines, des cousines, des collègues les rejoignirent. Des pères aussi, silencieux, mains dans les poches, visage grave. Bientôt, le parc devint un lieu de mémoire vivante, où les enfants couraient entre les lueurs vacillantes, où les voix se mêlaient au vent du soir. Inspiré par leur action, un groupe de jeunes artistes proposa un projet fou, peindre les murs ternes du centre-ville avec les rêves des enfants. L'idée fit sourire au départ. Certains la jugèrent naïve, utopiste. Mais une institutrice de Southview, profondément marquée par ce que Noah avait traversé, décida de prendre cela au sérieux. Un matin, elle demanda à ses élèves « Si vous pouviez dessiner votre peur, que verriez-vous » Le silence dura longtemps. Puis les crayons grattèrent le papier. Certains dessinèrent des cages, d'autres des silhouettes sombres aux yeux rouges. Mais plusieurs, à la surprise générale, dessinèrent de la lumière. Des torches, des lucioles, des soleils qui percent les nuages. Ces esquisses furent confiées aux artistes. Et bientôt, les murs de briques froides s'habillèrent de couleurs vives. Des enfants y tenaient des étoiles. Des mains se tendaient d'un mur à l'autre. Des portes s'ouvraient sur des ciels étoilés. Même les passants les plus pressés ralentissaient en les voyant. Certains restaient longtemps. D'autres prenaient des photos en silence. Marcyville changeait, pas dans le fracas, ni dans l'immédiat. Mais lentement, avec cette obstination tranquille des peuples blessés qui refusent de baisser les yeux. Sous la pression publique et les appels répétés des associations locales, le chef de la police n'eut d'autre choix que d'annoncer une série de réformes. Il parla de devoir de transparence, de tolérance zéro envers les abus. Une unité spéciale contre les dérives fut créée, confiée à un vétéran respecté des droits civiques. Pour la première fois, des membres de la communauté furent invités à siéger à un nouveau comité de surveillance indépendant. Une partie du personnel fut réaffectée. Des formations furent imposées. Des excuses furent présentées, timides, mais officielles. Lors de la première réunion publique du comité, une centaine de personnes se pressèrent dans la grande salle du centre communautaire. Des visages tendus, des bras croisés, une attente glacée. Au fond de la salle, un garçon de 10 ans, en uniforme scolaire, leva la main. Il demanda simplement « Et si vous recommencez ?» Pas un souffle, pas un rire. Même le maire baissa les yeux. On prit la question au sérieux, très au sérieux. Darnell, quant à lui, disparut peu à peu des gros titres, mais son nom resta gravé dans les esprits. Il devint un symbole, un avertissement. Au procès, il fut reconnu coupable de faux rapports, d'usage abusif de la force et d'atteinte grave à l'intégrité d'un mineur. Lors de l'audience finale, Karim Ben Saïd, jeune enquêteur devenu visage de l'intégrité, se leva pour témoigner. Il ne haussa pas la voix, il ne cria pas vengeance. Il ne parla pas seulement de Darnell, il parla du système. Ce genre de comportement, dit-il, n'est pas une erreur individuelle. C'est un écosystème qui l'autorise, qui le protège, qui le nourrit. Et ce système doit répondre. Il doit être examiné, bousculé, repensé. Pas pour punir, mais pour que plus jamais un enfant n'ait expliqué pourquoi il a eu peur. La salle resta figée. Même le juge Whittaker, réputé pour sa sévérité et son impassibilité, hoqua lentement la tête. La sentence fut prononcée sans effet de manche. 2 ans de prison avec sursis, interdiction à vie d'exercer une fonction dans les forces de l'ordre et une amende lourde. Certains crièrent à l'indulgence, d'autres y virent au contraire un premier pas, une brèche, une faille dans le mur, par laquelle la lumière pouvait enfin entrer. Mais c'est ce qui arriva 1 an plus tard, jour pour jour, qui marqua les mémoires. Une grande fresque fut inaugurée sur un mur de béton gris, juste en face du tribunal. Elle avait été financée par une collecte citoyenne, sans le moindre subside public. On y voyait une rue de Marcyville, paisible, sous un ciel profond où scintillaient des constellations inventées par des élèves. Au centre, un garçon, inspiré de Noah, était assis, concentré, un robot à demi assemblé entre ses genoux. Tout autour de lui, des enfants de toutes origines regardaient vers le ciel. Chacun semblait y chercher sa propre étoile. Noah y alla avec son grand-père.
Ils ne dirent rien en arrivant. Ils s'assirent sur un banc face à la fresque, en silence. Le juge Whittaker arriva un peu plus tard, seul. Il portait un long manteau noir, usé aux manches, mais son port était toujours aussi droit. Il s'arrêta devant Noah, observa un instant, puis s'assit à côté de lui. « Tu crois que ça sert à quelque chose, tout ça ?» demanda Noah, sans détourner les yeux de la fresque. Le juge posa sa main sur son épaule. Elle était lourde, ferme. Chaque fois qu'on dit la vérité, même quand personne n'écoute, ça sème quelque chose. Et un jour, ça pousse. Noah ne répondit pas, mais ses mains serrèrent un peu plus fort le dossier de son carnet à dessin. Ce qu'il ne savait pas, c'est que, non loin de là, un autre garçon de son école était resté en retrait. Malik, silencieux, discret, toujours assis au fond de la classe. Ce jour-là, il fixait la fresque avec une intensité douloureuse. Lui aussi avait eu peur. Lui aussi avait été arrêté, quelques mois après Noah, pour avoir couru dans les couloirs d'un centre commercial, casque sur les oreilles. Il n'avait jamais raconté l'histoire, pas même à sa mère. Il avait eu honte, honte d'avoir pleuré, honte de ne pas avoir crié. Mais ce soir-là, en rentrant chez lui, Malik prit un vieux cahier. Il écrivit une lettre ouverte à la mairie. Pas de haine, juste un témoignage, une mise à nu. Il la glissa sous la porte de son professeur de lettres le lendemain. Elle fut publiée dans le journal local 3 jours plus tard, puis reprise sur les réseaux sociaux, puis traduite, partagée, repartagée. Des centaines d'enfants commencèrent à écrire eux aussi, à raconter leurs histoires, à briser le silence. Le maire dut convoquer une réunion d'urgence, pas pour calmer une émeute, pour écouter. Une par une, les lettres furent lues à haute voix dans une salle municipale trop petite pour contenir tout le monde. Certains pleurèrent, d'autres se levèrent pour applaudir. Mais surtout, plus personne ne fit semblant de ne pas voir. La graine semée par Noah avait poussé, et cette fois, elle portait des fruits. La fin dramatique ne fut pas un cri ou un éclat. Ce fut le silence lourd qui tombe quand une vérité, trop longtemps tue, trouve enfin une voix. Et cette voix était celle de milliers d'autres enfants. 1 an plus tard, le programme Noah fut inscrit comme exemple dans un rapport national sur la réforme policière. Et devant la fresque, les fleurs ne manquèrent jamais.